Bonjour les licornes et les pirates. Aujourd'hui, je vais vous lire La Compagnie des Griffes de Clémentine Mélois, Rudy Spiesser, aux éditions L'École des loisirs. Il y a fort longtemps, au cœur de la vieille ville de La Rochelle, il y avait un orphelinat. Là vivait Gervaise, une jeune fille de 11 ans. Sa mère était morte en la mettant au monde et son père avait fait naufrage alors qu'elle n'était encore qu'une toute jeune enfant. Au temps où se déroule notre histoire, le monde était bien différent d'aujourd'hui. Il n'y avait pas de téléphone portable ni de jeux vidéo, pas d'avion dans le ciel, de basket à scratch ou de barres chocolatées. Or donc, Gervaise était déjà en âge de travailler. Et à l'orphelinat, elle s'occupait du ménage et servait la soupe aux petits pensionnaires. Les choses n'allaient pas si mal, elle n'avait pas de raison de se plaindre. Elle dormait dans un lit douillet et mangeait chaque jour à sa faim. Seulement, elle s'ennuyait affreusement, terriblement. Et ce qu'elle aurait voulu, c'était une vie croustillante, pleine de pépites d'aventure, nappée d'une couche de mystère et saupoudrée de danger. Hélas, le quotidien ressemblait plutôt à une assiette de brocolis. Même en cherchant bien, pas la moindre petite miette de surprise ne survenait jamais, et c'était désespérant. Mais il se trouve qu'un jour, ou plutôt une nuit, quelque chose d'inhabituel survint. Chapitre 1er. Dans la nuit noire scintillaient les étoiles, et au loin, par-delà les murs de la ville, on entendait les vagues cogner contre les rochers. Gervaise ne dormait pas, et depuis quelques minutes elle percevait des voix étouffées juste sous ses fenêtres. Elle se leva pour épier à travers les carreaux. En contrebas dans la ruelle, il y avait 3 chats, richement vêtus en grande conversation. Leurs pourpoints brodés de pierreries brillaient sous les rayons de la lune. Des éperons de vermeil ornaient leurs petites bottes. Gervaise frémit. Au premier coup d'œil, elle avait reconnu les membres de la célèbre Compagnie des Griffes. Et tout le monde adorait ces brigands qui offraient aux pauvres ce qu'ils volaient aux plus riches. Ces compagnons fiers et hardis avaient un grand cœur, mais ils étaient aussi dotés du caractère ombrageux des félins. Nul n'osait les approcher. La nuit était leur royaume, et pour l'heure, les 3 chats discutaient avec animation. Une petite friture d'éperlans, voilà ce qui me ferait plaisir. Ah oui, avec des patatuches. Par les moustaches de ma grand-mère, si nous ne trouvons pas d'urgence une nouvelle cachette, nous serons faits prisonniers, et vous ne pensez qu'à vos estomacs. Les 3 chats se turent, ils réfléchissaient. Et cependant, Gervaise, depuis sa fenêtre, avait eu une idée. Il fallait une nouvelle cachette aux brigands. Or, dans les sous-sols de l'orphelinat s'étendait un large réseau de caves voûtées. Nul n'y allait jamais. Une rivière souterraine permettait même d'entrer et sortir sans se faire voir. N'était-ce pas parfaitement parfait? Et sans perdre un instant, elle sortit exposer son idée aux 3 compagnons. À sa vue, ils sautèrent d'un bond en tirant leurs épées. Qui va là? Un pas de plus, demoiselle, et nous vous écorchons. Pardonnez-moi, mais j'ai surpris votre conversation, et je voudrais vous proposer un marché. Les 3 chats l'observèrent avec méfiance, mais le plus petit, qui devait être le chef, lui fait signe de parler. Gervaise expliqua son idée, puis après un instant d'hésitation, elle ajouta « J'ai une seule condition, que vous m'acceptiez dans la Compagnie des Griffes. » Cette dernière demande n'eut pas l'air de plaire aux chats. Ils s'écartèrent pour tenir un conciliabule. Enfin, le chef s'avança. Gervaise retenait son souffle. Il l'observait un moment en silence comme s'il voulait une dernière fois juger son caractère. « Nous acceptons votre offre, demoiselle. Le temps presse et nous n'avons pas d'autre solution, dit-il. Puis ôtant son château, en courbant bien bas, il ajouta cérémonieusement « Jean-Jean pour vous servir. Enchantuche, moi c'est la Miette. On m'appelle Canard. » Et le cœur battant, Gervaise salua à son tour. Puis les 3 compagnons croisèrent le fer de leur épée et lancèrent leur cri de ralliement. « Chassons chat avec chance et panache. » Et demain, à la nuit tombée, nous viendrons, dit Jean-Jean. Adieu maintenant. Ils saluèrent encore, et dans un bruissement d'étoffe, ils disparurent dans l'obscurité. Chapitre 2. Debout, petite feuille, il est 6 heures. Gervaise ouvrit les yeux. Une bonne odeur de café au lait vint lui chatouiller les narines. Marie-Liesse, la cuisinière de l'orphelinat, lui souriait. « Ces jours de lessive, viens vite m'aider, dit-elle en quittant la chambre. À la lumière du jour, les événements de la veille semblaient complètement irréels.
À bien y réfléchir, c'était même carrément impossible. Comment avait-elle pu rêver d'un truc pareil? Gervaise se leva à regret, noua son tablier et descendit en soupirant. Il y avait fort à faire ce jour-là. Il fallut mettre à bouillir les draps, frotter les chaussettes sales et savonner les culottes, tout en travaillant. Gervaise ruminait. Ma vie n'est qu'une assiette de brocolis moisi, trop cuit et sans sel en plus. Tout espoir l'avait quittée. Elle se voyait déjà passer le reste de son existence à savonner des culottes à l'orphelinat. La journée s'écoula à la vitesse d'un vieil escargot. Et le soir venu, Gervaise monta se coucher en traînant les pieds. Enfin, un dernier rayon de soleil cramoisi colora sa chambre en guise de bonne nuit. Et au même instant, un appel retentit dans la ruelle. « Hep !» Gervaise ne réagit pas immédiatement. Allongée sur son lit, elle remuait encore de sombres pensées. L'appel retentit à nouveau, un peu plus fort. « Hep !» Cette fois, Gervaise se leva et rejoignit la fenêtre. Et devinez qui se tenait là dans la ruelle? Canard. Il était venu seul, en éclaireur, encore plus somptueusement vêtu que la veille. Le cœur de Gervaise fondit d'un coup dans sa poitrine, et tous les soucis furent balayés. Elle n'avait pas rêvé. « Notre accord tient-il toujours, demoiselle ?» Si l'accord tenait toujours, mais quelle question! Gervaise aurait préféré manger du fromage blanc par les narines plutôt que de se détourner à son quotidien morose. Elle mena Canard jusqu'au souterrain de l'orphelinat, et tout en bas d'un escalier dérobé, au bout d'un couloir qui sentait la mousse, il y avait une porte. Gervaise tira une énorme clé de sa poche et la glissa dans la serrure. Pivotant sur ses gonds, la porte s'ouvrit sur une salle immense, pleine de piliers et de voûtes. Et tout au fond, sur les eaux tumultueuses d'une rivière souterraine, une barque était amarrée. C'était beau, c'était même très beau, et tout à fait impeccable pour une cachette. Canard frisouilla sa moustache d'un air satisfait. « Splendide, admirable. Sortons appeler la compagnie. » Dehors, la nuit était tombée. Canard siffla à 2 reprises. Aussitôt, une silhouette se détacha de l'ombre, suivie d'une autre, puis encore une, et une autre encore, une autre, et bientôt apparurent des centaines de chats, chattes et chatons, fiers brigands et brigandes, aux habits cousus d'or, portant dagues et chapeaux empanachés. C'était la compagnie des Griffes au grand complet, et elle était superbe. Chacun salua Gervaise avant de s'engouffrer dans l'escalier. En dernier venait Jean-Jean, leur chef. « Je n'ai qu'une parole, demoiselle. Dès demain, si vous l'osez, vous pourrez nous accompagner. » Et sur ces mots, il salua et disparut à la suite de ses camarades. Chapitre 3e. Une journée toute neuve commençait. Gervaise se leva avec entrain et se dépêcha de manger ses tartines. Ce matin-là, l'orphelinat accueillait de nouveaux pensionnaires. Ce fut bientôt un joyeux bazar de valises égarées, les murs résonnant de rires et de cris. L'un des enfants intrigua Gervaise. C'était un garçon aux cheveux sombres, au regard doux, prénommé Berthold. Il se tenait à l'écart sans dire un mot. « Enchantée, je m'appelle Gervaise. » L'enfant ne répondit pas. Peut-être était-il muet? Gervaise se remit au travail. La compagnie des Griffes occupait toutes ses pensées. Il lui tardait très fort d'être à ce soir pour enfin découvrir l'antre des chats. Et ensuite, Jean-Jean l'avait promis, elle partirait avec eux en escapade. Dans quelques heures, elle volerait de toit en toit dans la nuit, plus légère que l'air, et... Catastrophe, pensa soudain Gervaise. Personne n'a jamais grimpé nulle part en robe et en sabots. Il lui fallait d'urgence une tenue plus adaptée. Elle monta dans sa chambre et fit l'inventaire de ses vêtements. En tout et pour tout, elle possédait une robe grise, 2 jupons blancs, 3 tabliers et un châle de grosse laine. Voilà qui ne l'avançait pas beaucoup. Mais par chance, elle parvint à dénicher de vieux tissus dans une malle au grenier. Il sentait un peu la boue la mythe, mais c'était déjà ça. Puis elle prit le nécessaire à couture et se mit au boulot. Le soir tombait lorsqu'elle acheva son ouvrage. Les yeux lui piquaient, mais ça en valait la peine. Le costume lui allait à merveille. Et pour finir, elle ajusta son masque et se hâta de rejoindre les chats. En bas, le spectacle était ébouriffant. À la lumière des flambeaux resplendissait le plus fastueux des décors. Ça et là s'étalaient d'épais rideaux de velours, un peu griffés, de riches tapis de Perse, pleins de poils, et de moelleux coussins, partout des chats allaient et venaient. Il serait trop fastidieux de les décrire un à un, mais voici à quoi ils ressemblaient tous. « Saluche, Gervuche !» lui lança la Miette en rejoignant Gervaise. «
Joli costume, approuva Canard, qui portait ce jour-là un invraisemblable chapeau de soie bleue orné d'une plume de paon. Ne faites pas attention au langage de la Miette, il s'entête à parler l'argot des brigands. Oui. Jean-Jean arriva à son tour et posa sur Gervaise un regard approbateur. Par les moustaches de ma grand-mère, j'ai failli ne pas vous reconnaître. Il plissa les yeux et ajouta. Cependant, demoiselle, il vous manque quelque chose. Il lui tendit une magnifique paire de gants en galucha, aux doigts ornés de griffes d'or. Gervaise les enfila. Les 3 compagnons s'écartèrent pour mieux juger de l'effet. Grandiose, fantastuche. Et maintenant, en route, lança Jean-Jean. Chassons chat avec chance et panache, crièrent-ils en chœur. Et en un bond, ils furent dehors. Gervaise fit de son mieux pour ne pas se laisser distancer. Ce premier soir, ils partirent en escapade. Volant de toit en toit dans la nuit, dans son nouveau costume, Gervaise se sentait plus légère que l'air. Et ses longs cheveux flottant dans le vent, elle découvrait le monde comme elle ne l'avait jamais vu. Ils rentrèrent au premier signe de l'aube et Gervaise se coucha le cœur battant. Elle avait beau ne pas être un chat, personne n'est parfait, elle avait cette nuit prouvé sa bravoure. Dorénavant, elle était l'une des membres de la fameuse Compagnie des Griffes. Prends toujours ça, assiette de brocoli. Chapitre 4e. Il serait trop long d'évoquer dans le détail toutes les péripéties qui occupèrent Gervaise pendant les semaines qui suivirent. Le jour, elle travaillait à l'orphelinat comme si de rien n'était, mais la nuit venue, elle mettait son masque et devenait la plus hardie des voleuses acrobates. Chassons chat. Le pied léger, agile et rapide, elle n'avait eu aucun mal à trouver sa place au sein de la compagnie. En outre, étant donné que les chats n'ont pas de main, ce qui est parfois bien embêtant, son aide se révéla des plus précieuses. Et comme vous le savez, la compagnie avait une règle d'or. Ne voler que des gens très riches et très désagréables. Ensuite, les chats déposaient toujours un diamant, une émeraude, un saphir ou un petit biscuit chez ceux qui en avaient le plus besoin. Nous sommes des voleurs honnêtes, avait expliqué Canard. Et très sympatuche en plus, ajouta la Miette. Avec lui, on ne savait jamais trop s'il parlait en argot ou s'il avait la bouche pleine. En raison de leur générosité, ils étaient aimés par tout le monde, hormis bien sûr par les gens très riches et très désagréables. Cela devenait encore plus désagréable, acrimonieux, atrabilière. Ils envoyèrent la police aux trousses des bandits. En vain, nul n'emprisonne la Compagnie des Griffes. Poursuivis par des centaines d'agents, Gervaise et ses compagnons couraient d'immeuble en immeuble, zigzaguaient, entraient par une fenêtre et ressortaient par une autre. Puis lorsqu'ils avaient assez joué, ils sautaient dans leur barque et rentraient à l'orphelinat, essoufflés, mais ravis. L'antre déjà devenait chaque jour de plus en plus spectaculaire. Les plus rares herbes à chat mêlant leur odeur aux vagues senteurs de l'ambre, les riches plafonds, les miroirs profonds et la splendeur orientale, tout n'était que désordre et beauté, luxe, ronron et volupté. Et dans un coin, le vieux Philippe enseignait aux chatons l'art de chaparder les portefeuilles. Dans une autre, la belle Marie Pounette donnait des leçons de griffage. Un certain Bigorneau était arrivé un jour, dans un carrosse tiré par 2 dindons, mais s'il s'était fait réprimander par Jean-Jean. « Par les moustaches de ma grand-mère, tu vas nous faire repérer, espèce d'épinard !» Et pendant son temps, à l'orphelinat, la vie suivait son cours. De nombreux pensionnaires étaient arrivés, tandis que d'autres, plus chanceux, avaient été adoptés. Ce fut le cas de Berthold. Gervaise s'était attachée à ce garçon timide aux yeux doux, et pour se consoler de son départ, elle se disait qu'une gentille famille allait l'accueillir. Vêtu d'un costume de marin et de souliers vernis, Berthold mangerait des meringues, ferait des tours de poney et se verrait offrir les plus beaux jouets. Hélas, comme nous allons le voir, les choses n'allaient pas du tout se passer ainsi. Bien que Gervaise l'ignorât encore, un terrible événement était sur le point d'advenir. Chapitre 5e. Gervaise et ses compagnons rentraient en prenant leur temps. L'air était doux. C'était une nuit bien agréable. Et du haut du toit, ils aperçurent quelqu'un dans la rue à contrebas. Qui pouvait bien se promener à une heure pareille ? Poussés par la curiosité, ils descendirent voir de plus près. Et d'un seul coup, Gervaise se figea. Elle venait de reconnaître Berthold, son orphelin préféré. Où donc étaient les meringues, les poneys, le joie et les jouets ? Vêtu de haillons, pieds nus sur les mauvais pavés, il tirait une charrette, beaucoup trop lourde pour lui.
Ah, ça alors, ça m'éverfuche, siffla la Miette scandalisée. Ça n'est certes pas une façon de traiter un chaton humain, renchérit Canard. Jean-Jean ne disait rien, mais ses yeux jaunes s'étaient rétrécis et semblaient briller plus fort qu'à l'accoutumée. En route, suivons-le. Et sans se faire voir, les 4 compagnons prirent Berthold en filature. Celui-ci finit par s'arrêter devant une maison à l'aspect sinistre. Elle était si fatiguée que la charrette lui échappa des mains et se renversa avec fracas. Quelqu'un à l'intérieur avait entendu la porte s'ouvrit. Un homme à la mine patibulaire apparut dans la lumière. Il leva une grosse main et frappa Berthold avec tant de force que celui-ci tomba. « Ramasse ça, fils de mouette !» Puis il rentra, et Berthold dut ranger un à un les paquets. Gervaise était ravagée. La Miette avait la moustache qui frisait. Canard ne pâlit pas, car les chats ne peuvent pas pâlir. Mais c'était tout comme. Hélas, mes amis, cet enfant court le plus terrible des dangers, dit Jean-Jean. Savez-vous ce qu'est un naufrageur ? Voyant leur mine, il expliqua. Les naufrageurs allument des feux à la nuit tombée pour couler les navires et repérer les cargaisons. Ce sont des canailles et des assassins. Et cet homme, mes amis, c'est Tranche-Tête, le plus cruel et le plus fourbe d'entre tous. La Miette était déjà sur ses pattes, prêt à la bagarre. « Géronimuche ! Oui, en avant ! Allons sauver ce chaton !» D'un bond, Jean-Jean leur barra la route. « Canard, la Miette, bande d'andouilles de Guéménée, n'avez-vous donc rien écouté ? On n'affronte pas un tel ennemi seul, sans préparation. » Jean-Jean a raison, intervint Gervaise. « Vous voulez vous faire tuer ?» Canard et la Miette étaient un peu vexés de s'être fait traiter d'andouilles de Guéménée, mais ils admirent que Jean-Jean n'avait pas complètement tort. Il leur fallait un plan. « Je jure sur ma vie de tout faire pour sauver Berthold, dit Gervaise. Et morbleu, tous ensemble, nous y parviendrons, s'exclama Canard. Alors les 4 compagnons croisèrent le fer et lancèrent avec fougue leur cri de ralliement. Chassons chat avec chance et panache. Chapitre 6e. Tranche-Tête habitait une maison déglinguée face à la mer. Les volets pendouillaient, la peinture s'écaillait, et les touffes d'herbes folles dansaient la macarena entre les tuiles. Gervaise avait inventé une excuse pour être dispensée de ses corvées habituelles à l'orphelinat. Et pendant plusieurs jours, ses compagnons et elle avaient minutieusement étudié les faits et gestes du naufrageur. Ils savaient maintenant toutes ses habitudes. L'affreux gredin se levait tard dans l'après-midi, et d'un coup de pied, il envoyait Berthold acheter du rhum et des harengs. Le reste de la journée, il la passait à boire, à cracher par terre et à dire des gros mots. Et le soir venu, il sortait, faire son sinistre métier. Le plan était le suivant. Pénétrer chez Tranche-Tête pendant qu'il dormait et faire sortir Berthold en vitesse. Ça n'était pas exactement l'idée du siècle, mais on fait avec ce qu'on peut. Il leur fallut beaucoup de patience pour ne pas passer à l'action tout de suite. Mais Tranche-Tête était un ennemi trop dangereux. Il s'agissait de ne pas faire n'importe quoi, tout de même. En attendant, ils ne purent s'empêcher de lui jouer quelques tours. Ils mirent du poivre dans son dentifrice, bien que de toute évidence, Tranche-Tête ne se lavait pas souvent les dents. Ils glissèrent des boules de papier journal dans le fond de ses chaussures pour enlever 3 pointures et nouèrent les lacets entre eux pour le faire tomber. Ils remplacèrent son rhum par du pipi de chat. Ça, c'était mon iduche. Et les bûches de sa cheminée par de la bouse de vache séchée qui dégageait une fumée d'enfer. Ils mirent du poil à gratter dans son tricot de peau, un hérisson sous ses draps, le hérisson était d'accord. Ce ne sont là bien sûr que quelques exemples de tracasseries qu'ils avaient imaginées. Un matin enfin, les 4 amis se sentirent prêts à passer à l'action. Et sur la pointe des pattes et des pieds, le cœur battant, ils pénétrèrent dans la maison. L'intérieur ne ressemblait pas tellement à un palais en sucre d'orge. Le sol gluant était couvert de détritus. Ça sentait le dessous de bras de renard qui se néglige. Et sous son grabat, l'ignoble bonhomme ronflait la bouche ouverte. Un filet de bave décorait son menton. Les compagnons inspectèrent les lieux. Il ne fallait surtout pas faire de bruit. Mais la Miette ne put retenir un miaulement sur une étagère. Il y avait un chat empaillé. « C'est mon cousinuche Tataille, dit-il d'une voix étranglée. « Oh, firent ensemble Canard et Jean-Jean. Pauvre Tataille, s'émut Gervaise. » Et au même moment, Tranche-Tête remua dans son sommeil. Les 4 amis se figèrent. Mais l'homme se tourna sur sa couche et se mit à ronfler de plus belle. Au fond de la pièce, une perte donnait sur une remise. C'est là qu'ils trouvèrent Berthold. Il était assis sur un vilain matelas de paille, et en les voyant arriver, son visage s'illumina.
Chut, chuchota Gervaise. Berthold ne disait jamais rien, mais on n'est jamais trop prudent. Nous sommes venus te sauver, viens vite. Et brusquement, il y eut un vacarme dans la pièce d'à côté. Tranche-tête se réveillait, il fallait fuir au plus vite. Un soupirail donnait sur la rue. En un instant, Canard, Jean-Jean et la Miette furent dehors. Mais Gervaise et Berthold n'étaient pas des chats. Malgré tous leurs efforts, ils ne parvinrent pas à passer par la petite fenêtre. C'est alors que Tranche-tête arriva. Tiens, tiens, regardez un peu ce que la marée nous a ramené. Il se tenait dans l'encadrement de la porte, énorme et menaçant. Je te reconnais, la rouquine. Tu ressembles à ton père. Je me souviens très bien du jour où j'ai coulé son bateau, ricana-t-il. C'est gentil de me rendre une petite visite. Il s'approcha des deux enfants, son souple empestait l'alcool et le vieil oignon. Je viens d'avoir une idée, mes mignons. Je vais vous couper en rondelles et vous transformer en gros saucisson. Ça va être une régalade. Gervaise se recroquevilla aux côtés de Berthold. Son plan avait échoué. Ce monstre de tranche-tête les retenait tous les deux prisonniers. Chapitre 7. Cependant, les chats n'avaient pas du tout l'intention de laisser leurs amis dans cette panade. C'est la guerre, murmura Jean-Jean. Et plus vifs que jamais, filant comme des éclairs, ils rejoignirent les caves de l'orphelinat et sonnèrent le rassemblement général. Jean-Jean, debout sur une table, donnait des instructions. Il fallait agir vite. Chassez chats, courez mes braves, nos amis ont besoin de nous. Et aussitôt la compagnie se dispersa. Pendant ce temps, Gervaise et Berthold étaient au comble du désespoir. La bonne chair d'enfant bien juteuse que je vais manger avec des cornichons. Et au même moment, un signal retentit. Aussitôt, un énorme rat aux yeux rouges fila entre les jambes de Tranche-tête. Celui-ci sursauta et fit tomber son couteau. Bientôt apparurent deux autres rats, puis 3, puis 4, puis 100, puis 1000. La compagnie des Griffes les avait capturés dans toute la ville et les libérait un à un. Le sol devint mouvant comme une mer en tempête et ça grouillait de partout. Soudain, sur l'étagère, le chat empaillé reprit vie et lui sauta au visage. C'était la Miette qui avait pris la place de son infortuné cousin et sans bouger d'un poil, attendant le bon moment pour surprendre le naufrageur. « Chassons chat !» Et dès lors, ce fut le chaos. Des dizaines de chats firent irruption dans la pièce. Ils sautèrent sur le naufrageur et griffèrent le méchant homme jusqu'à transformer ses vêtements en un tas de confettis. Gervaise attrapa une bobine de ficelle et saucissonna Tranche-tête en faisant des doubles nœuds. La compagnie n'eut pas le temps de reprendre son souffle. Dehors, un coup de sifflet venait de retentir. C'était la police qui accourait alertée par le bruit. « Fuyons, chat !» cria Renard. Et la compagnie s'éparpilla dardard. Gervaise attrapa la main de Berthold et ensemble ils quittèrent la maison. Et lorsque la police arriva, elle trouva Tranche-tête ligoté au sol, en slip, le corps entièrement recouvert de rats. « Quel magnifique paquet cadeau !»« Nous te tenons enfin, naufrageur !» lança un agent en lui passant les menottes. « Pitié, messieurs les policiers, emmenez-moi en prison, je ne veux pas rester ici. » La police accepta volontiers de l'arrêter, et ce fut la dernière fois qu'on vit son vilain museau à La Rochelle. Nos compagnons, quant à eux, rentrèrent en barque à l'orphelinat. Perdus dans l'agréable pensée, ils se laissèrent bercer par les eaux sombres de la rivière, et Gervaise souriait. Malgré toutes les frayeurs, toutes les inquiétudes et les mésaventures des derniers jours, il ne regrettait pas un instant son ancienne vie, en forme d'assiette de brocoli. À ça non. Un murmure alors rompit le silence. « Chat alors !» Le son venait de la bouche de Berthold. Le petit garçon leur souria. « Chassons chat !» Puis, plus distinctement, « Chassons chat !» Alors tous en chœur ils s'exclamèrent, avec chance et panache. Fin. Cette histoire vous a plu ? Laissez-moi en commentaire les prochaines histoires que vous aimeriez que je vous raconte.